là, non? Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Je vais me présenter rapidement parce que je vais avoir la joie, l'honneur et la pression d'animer cette table ronde autour de l'éco-conception. Éric Stéphanie, je dirige le groupe Viveris, qui est une société d'ingénierie. On est 850 en France et on intervient à la fois dans la partie IT, mais aussi dans les systèmes embarqués. Et de ce fait, nous sommes, et à travers nos clients, de plus en plus confrontés à ce sujet de l'éco-conception et des enjeux à la fois sociétales, mais aussi sur l'activité de nos entreprises. Au passage, un petit teasing. Viveris est présent sur le stand au E312, de l'autre côté. Et j'ai la joie d'animer régulièrement et de participer aux assises de l'embarqué en Embedded France qui auront lieu début janvier à Bercy. Alors pas au POBB, on n'a pas encore assez de monde au ministère, dans la grande salle du ministère. Et cette année, le thème, ce sera autour de l'autonomie des systèmes, à la fois autonomie énergétique, mais aussi autonomie en termes d'intelligence. Donc le 11 janvier à Bercy. Alors pour commencer, une première question à chacun de nos invités qui auront l'occasion de se présenter. C'est tout d'abord Nicolas. L'éco-conception, qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour ton entreprise? Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Ferrara, je travaille pour le groupe Egis. Le groupe Egis, c'est un groupe international qui intervient sur la conception, donc conseil, ingénierie, et on exploite également des équipements, des infrastructures publiques à travers le monde. Quand je dis exploiter, c'est important, j'y reviendrai après, on exploite notamment des aéroports, des routes et bientôt des systèmes de transport urbain. Alors, l'éco-conception, si je devais proposer une formule, ce serait concevoir en intégrant l'environnement, c'est-à-dire, autrement dit, tout le monde, enfin tout le reste du monde, donc le vivant, c'est la faune, la flore, c'est aussi les limites de notre planète. Et la troisième chose aussi, c'est d'intégrer le long terme, parce qu'il faut arriver à se projeter dans 10, 20, 30, 50 ans, et même plus. Et donc, c'est tout cet art et cette manière qu'on introduit de plus en plus dans la pratique de la conception. Voilà. Ok. Et Arnold, plutôt côté industriel et moins côté service engineering, quelle est pour toi, dans ton secteur, la définition de l'éco-conception? Je vais me présenter également en quelques mots. Arnold Denière, je suis responsable d'un bureau d'études pour le groupe Bosch. Je suis intégré dans un site de production en Normandie, à côté de Caen. Et nous avons la spécificité de travailler dans la filière automobile au sein du groupe Bosch. Et également dans la sous-traitance électronique, d'accompagner des clients en dehors du groupe. Donc ça nous permet d'avoir une vue large dans différentes filières. Pour moi, l'approche de l'éco-conception, c'est une approche méthodique et méthodologique en vue de pouvoir diminuer l'impact des produits et services sur l'environnement. C'est quelque chose qui est important pour notre groupe parce que c'est en lien avec nos valeurs. On a un motto qui est des technologies pour la vie. Et pour nous, c'est quelque chose vraiment d'important et d'ancré dans le temps. Mais au quotidien, dans l'entreprise, finalement, l'éco-conception, ça devient un sous-jacent de nos activités de développement, d'industrialisation. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est une transversale de ce qu'on va appeler le DFX, le Design for Excellence. On va le retrouver dans les choix de matières, dans les choix de fournisseurs que l'on peut avoir, dans les choix des entreprises avec qui on va pouvoir travailler et collaborer, en vue de pouvoir optimiser ce qu'on va appeler les scopes 1, 2, 3 dans la partie éco-conception. Ok, et puis pour finir, Justine, au passage, on est heureux de quand même avoir une femme sur une table ronde sur les systèmes embarqués, parce que souvent, on en parlait juste avant, on en manque, et une femme qui a créé son entreprise. Donc, quelle est ta vision aujourd'hui et ta définition de l'éco-conception?
Alors bonjour à tous, donc moi je suis Justine Bonneau, je suis ingénieure en électronique et informatique industrielle, je suis aussi docteur en traitement du signal, je suis diplômée de l'INSA de Rennes et en fait pour moi l'éco-conception c'est arrivé, ça a été un long chemin puisque pendant ma thèse j'avais travaillé à l'époque sur des méthodes et des techniques à la fois hardware ou software qui permettent d'améliorer soit la performance ou l'efficience énergétique des applications embarquées. Et à l'époque, on s'était rendu compte que toutes ces méthodes, elles pouvaient apporter beaucoup de gains et qu'elles étaient pourtant très peu utilisées dans l'industrie parce que c'était très complexe en fait à mettre en œuvre dans un process industriel, de savoir quel choix faire, à quels endroits faire les modifications. Et donc, ça générait des pertes de performance. Alors, performance, ça peut être temps d'exécution, ça peut être mémoire, des pertes d'efficience, donc consommation d'énergie. Et donc là, nous, on trouvait ça très dommage, ça avait un vrai impact sur les ressources. Et pour essayer de répondre à ce problème, on a décidé de créer Widulo, qui est une start-up qui a 1 an et demi et qui a pour objectif d'aider les industriels dans cette transition finalement vers l'éco-conception et à appliquer concrètement des techniques d'éco-conception. Et pour moi, l'éco-conception, en fait, je le vois avec 3 axes. Alors, c'est pas très original, en fait, puisque ça reprend en partie la feuille de route ministérielle. Le premier axe, en fait, c'est de pouvoir envisager, en fait, un produit ou un service dans sa globalité par rapport à l'impact. Et là, l'exemple peut-être le plus simple qui me vient ou le plus concret, c'est quand on pense finalement à l'éco-conception du cloud. On va beaucoup travailler sur la partie infrastructure, matériel. Et bien, alors voilà, je prêche pour ma paroisse, mais nous, on regarde toute la partie logicielle qui peut avoir un très gros impact. Et donc, l'éco-conception, d'abord, c'est de pouvoir vraiment envisager toute la globalité et tous les éléments qui peuvent avoir un impact. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il faut, pour pouvoir apporter une démarche d'éco-conception, avoir des moyens pour mesurer, pour quantifier concrètement chaque choix qu'un concepteur de produits électroniques va faire, un concepteur de système embarqué, parce que c'est pas évident en fait de pouvoir faire ces choix et il faut qu'on soit capable de quantifier les différentes directions pour aider en fait les concepteurs à faire des choix en conscience et en ayant conscience des différents impacts. Et le dernier point que je vois, et là c'est un petit peu en lien avec l'historique recherche, pour moi l'éco-conception c'est de l'innovation et l'innovation ça ne passe pas toujours par de la recherche de nouvelles pistes très farfelues, mais plutôt par essayer de se remettre un petit peu en arrière et d'appliquer des principes de bon sens. Et nous, les techniques sur lesquelles on travaille, c'est pas nouveau, c'est des choses un petit peu vieillottes qu'on remet au goût du jour, parce que c'est vraiment du bon sens pour moi, toute cette démarche d'éco-conception. Ok, merci pour ces partages de définition. Nicolas, en préparant, j'ai découvert que tu étais responsable des programme jumeaux numériques. Je ne l'ai même pas dit, oui. Ouais. Il y a probablement des gens dans l'assistance qui savent ce que ça veut dire. Moi, je suis un peu ignare sur le sujet. Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique et qu'est-ce que ça peut apporter dans le cadre de l'éco-conception? Alors, je pense dans la salle, la plupart d'entre vous connaissez le terme jumeau numérique parce que ça vient de l'industrie. Moi, en l'occurrence, je m'occupe de faire en sorte que le jumeau numérique devienne, pour les acteurs de la construction et les acteurs d'exploitation de grands équipements, pour que ça devienne une réalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau? C'est une représentation numérique de quelque chose qui existe vraiment. C'est aussi une représentation cognitive partagée, donc suffisamment claire pour que l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cet ouvrage, par cet équipement, par cette installation et peut-être même par ce fleuve, parce qu'on va parler d'un fleuve après, puissent comprendre immédiatement de comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il connaît tel ou tel désordre. Donc ça, c'est une dimension clé. On retrouve aussi dans un jumeau, évidemment, l'aspect partage de connaissances, partage de savoir. C'est aussi quelque chose dont on parlera tout à l'heure. Et puis enfin, le jumeau, il sert à comprendre, à faire des simulations, à se projeter en mode « et si ». Et puis il sert aussi à revenir en arrière pour rejouer la boîte noire, c'est-à-dire comprendre comment a évolué tel ou tel composant d'un système,
puisque, donc pour terminer, un jumeau, c'est quand même une représentation systémique, une représentation globale d'un ensemble qui est complexe à interpréter et qui va mobiliser évidemment plein de couches, plein de techniques, plein de corps de métier. Donc finalement, c'est un objet de fédération, quoi. Voilà. Alors, est-ce que... Il y a 4 slides. Ouais, je veux bien. Moi, je vais prendre un tout petit moment pour vous raconter un cas très concret d'un jumeau qu'on a fait pour le coup pour un élément de patrimoine naturel qui est l'estuaire de la Gironde. Tu dois avoir la télécommande. Alors, la télécommande, non, je ne l'ai pas embarquée. Hop. Puisque pour parler d'éco-conception et pourquoi ce jumeau sert à l'éco-conception, je pense qu'il faut d'abord expliquer ou revenir sur ce qu'est cet estuaire de la Gironde. Faut comprendre que c'est un ensemble vivant. Hein. L'estuaire accueille des espèces animales et végétales. Et au-delà de ça, c'est aussi une infrastructure de transport. On a quand même plusieurs millions de tonnes qui sont transportées par an. Donc il y a un enjeu fort pour le grand port maritime de Bordeaux de retrouver et de comprendre quel est l'équilibre à donner entre cet objectif, je dirais, de service, cet objectif commercial, et en même temps le fait qu'il faille composer avec la réalité. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'un estuaire et donc le débouché d'un fleuve comme celui de la Gironde, c'est un ensemble qui est dynamique. Donc naviguer sur un tel fleuve, c'est composer avec les marées, et c'est faire, en l'occurrence, dans le cas précis, c'est être capable aussi de faire avec le fait que la bathymétrie, donc la profondeur qu'on trouve dans le fleuve, elle est extrêmement faible. On est à 4 mètres parfois, donc ça laisse à comprendre qu'il y a tout un art et une manière pour arriver à naviguer dans ce fleuve. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que le Grand Port Maritime de Bordeaux s'est lancé dans ce projet il y a à peu près 2 ans, ce projet de jumeaux numériques, parce que il y avait globalement un ensemble d'acteurs qui avaient envie de partager des informations sur ce fleuve pour mieux piloter la navigation et pour mieux comprendre quels seraient les effets de l'action humaine et des constructions qu'on a sur le vivant, sur le fleuve en lui-même. Et puis derrière, je reviendrai après, il y a quand même aussi l'émergence, le changement climatique qui pèse, comme sur nous tous, mais en particulier sur un élément comme ça. En 2050, il pourrait y avoir de gros changements. Et donc c'était les raisons principales qui ont conduit le Grand Port Maritime de Bordeaux à confier à un groupement dont Aegis est le chef de file la réalisation de ce jumeau numérique. Je n'ai pas dit, alors un jumeau numérique, en général c'est 3D parce que ça permet de se représenter la réalité, mais dans des cas particuliers comme tout ce qui relève du territorial et de la géographie, on peut s'appuyer sur la 2D, ça suffit déjà pour comprendre les choses. Alors, les 4 bonnes raisons, enfin les 4 leitmotifs de ce jumeau, d'ailleurs que le client appelle les jumeaux, puisque pour lui il y a 4 usages. Donc le premier, c'est déjà de donner une météo du fleuve, donc comprendre comment évoluent à 10 jours ou à 3 mois les principales caractéristiques physico-chimiques de l'estuaire, comme par exemple la température, les caractéristiques liées à l'oxygène, la concentration en polluants, mais aussi la turbidité, donc la façon dont est chargé finalement en sédiments le fleuve. Donc ça, c'est super important parce que ça permet de comprendre comment fonctionne le fleuve. Ensuite, il y a Garonne 2050 qui est une espèce de super projection, même une méta-projection, qui prend un des scénarios du GIEC et qui regarde, une fois qu'on le cale sur le modèle qui a été construit, comment on va être en 2050 en l'occurrence. Et puis après, on a des modèles beaucoup plus opérationnels et finalement, c'est peut-être ceux qui vont toucher, je pense, le plus au sujet de l'éco-conception. Il y a un module qui est à destination des gens qui naviguent, donc des opérateurs, des gestionnaires, et puis de ceux qui travaillent à la maintenance, entre guillemets, du fleuve, donc le module de rayage et de navigabilité. Pourquoi ? Parce que en fait, on a besoin de comprendre quelle est la profondeur et quel est le taux d'envasement de l'estuaire
pour pouvoir diriger, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir prendre des décisions au jour le jour sur la navigation et la navigabilité de ce grand ensemble. Et enfin, c'est également un outil qui était donné, qui est laissé vraiment à la disposition de tous les bureaux d'études et tous les scientifiques qui ont besoin de se raccrocher à l'estuaire. Et donc c'est pour pouvoir comprendre quel est l'impact d'un projet. Par exemple, je sais pas, on veut créer un pont ou on veut relâcher de l'eau qui vient d'un barrage. Comment ça va agir sur l'écologie du fleuve. Et donc ça, ce sont des outils qui sont utilisés au jour le jour par les acteurs des acteurs de la conception et de la construction. Et donc l'intérêt, c'est que ça permet effectivement d'envisager d'autres variantes. Ça permet de se rendre compte de l'impact qu'on a au jour le jour. Et effectivement, quand on n'a pas ces outils, on le fait moins bien, on le fait des fois pas du tout, on fait des raccourcis. Et donc voilà, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que ces différents modules permettent d'atténuer l'empreinte et l'impact de la construction, l'impact de l'homme sur l'estuaire, qui est en soi un élément vivant, et puis de proposer des variantes qui sont intéressantes. Juste, finalement, dans l'industrie, il y a une thématique qu'on utilise souvent, c'est l'approche système, donc une approche plus globale. Finalement, avec ça, vous avez une approche système très tôt dans vos projets. Oui, alors tout à l'heure je disais, c'est une base de connaissances. Et en fait, cette plateforme, elle a été mise à disposition de l'ensemble des acteurs, y compris les gestionnaires des parties amont de l'estuaire. Ce que je rappelle, la Dordogne et la Garonne, ça commence pas au niveau de l'estuaire, ça finit dans l'estuaire. Et donc ça a permis à ces acteurs d'avoir une meilleure compréhension de répercussions de leur quotidien quand ils décident d'aménager les abords ou de traiter, justement je parlais des barrages tout à l'heure, d'agir sur les reflux d'eau, de comprendre comment ça se traduit à la fin et de le voir à travers les simulations. Et c'est toujours mieux quand on le voit plutôt que quand on en parle en chambre. D'accord, merci. Sur le côté industriel, la question de ce que aujourd'hui, les enjeux que vous rencontrez autour de ces sujets, l'impact sur vos méthodes de travail, tu as commencé à l'aborder un peu tout à l'heure, toutes ces questions, avoir l'avis d'un industriel en particulier dans le secteur automobile, où je pense que c'est un endroit où il y a un œil particulier qui est mis sur la partie éco-conception. Quel est ton retour d'expérience et ta vision, Arnold ? Merci pour la question. Sur l'éco-conception, c'est un enjeu qui est fort. Pour le groupe Bosch, nous faisons partie, nous avons adhéré au SBTI, excusez-moi, Science Based Target Initiative, et nous nous sommes engagés à diminuer nos émissions par rapport à 2018 de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire de diminuer 15%? C'est 15% en absolu. C'est pas simplement on prend les chiffres de 2018 et puis je baisse de 15% mon empreinte sur mes émissions. C'est de pouvoir partir des valeurs que l'on avait, de se projeter en 2030, parce que notre cible c'est 2030, et de regarder indépendamment des augmentations de volume, de produits, de secteurs de marché que nous avons, de diminuer de 15% notre empreinte par rapport à la valeur absolue que l'on avait à l'époque. En se projetant, ça correspond à peu près à 57% pour nous de diminution des émissions. Ça représente des millions de tonnes de CO2 à devoir trouver, chasser. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir répondre à cet enjeu, c'est donc d'avoir une approche, comme on l'a dit, méthodique, méthodologique, pour pouvoir diminuer notre empreinte. Sur les scopes 1, 2, 3. De quoi on parle avec les fameux scopes 1, 2, 3 ? Eh bien simplement, ça va être, sur les scopes 1 et 2, c'est l'entreprise. Ça va être ce que l'on va nous émettre directement, nos émissions, nos rejets de CO2, nos consommations de gaz, par exemple pour faire des tests d'étanchéité. Mais également, ça va être ce que l'on va avoir comme source d'énergie. Est-ce qu'elle est verte? Est-ce que c'est du charbon? Qu'est-ce que l'on va utiliser? Ça, c'est le scope de l'entreprise. Et au travers de l'entreprise, pour le groupe Bosch, nos 400 sites à travers le monde sont déjà certifiés sur la partie scope 1 et 2. Donc c'est bien, c'est une belle avancée, mais on ne se contente pas de ça, il faut avancer sur l'ensemble du scope. On parle du scope 3.
Alors le scope 2, comment on peut faire pour pouvoir l'améliorer? Évidemment, vous avez compris, c'est diminuer ses émissions. Je suis pas rentré dans le détail, mais on diminue ses émissions, on cherche une empreinte plus verte dans la source d'énergie qu'on peut avoir. On produit son énergie. Ça, c'est des modalités pour avoir plus d'impact sur le scope 1 et 2. Donc, on trouve un équilibre, un juste équilibre entre les émissions qu'on va créer et puis les diverses compensations ou sources d'énergie qu'on peut utiliser en interne ou en externe. Maintenant, le scope 3, qu'est-ce que c'est? Ça va être le produit. Et pour pouvoir répondre à un scope 3, ça veut dire s'intéresser au produit, au service, à son usage. Donc là, pour pouvoir rentrer dans cet élément, il faut pouvoir échanger avec le client. Alors, on a deux aspects au sein du groupe. On a la filière automobile où on est maître de nos propres produits. Et là, on va regarder de génération en génération sur les nouveaux produits et sur les existants, ce que l'on peut améliorer comme trace. Scope 3, on va avoir la matière, tout ce que le produit va avoir comme nomenclature, les matériaux plastiques, le métal, tout ce genre d'éléments, les composants électroniques, et l'usage du produit, c'est-à-dire comment est-ce que va être sa consommation dans le temps, son recyclage, et tout ça, ça va laisser dans l'entièreté du cycle de vie du produit, ça va laisser une empreinte. Maintenant, il faut la diminuer. Pour pouvoir la diminuer, il faut bien la comprendre. Dans la partie sous-traitance électronique que nous avons, si on regarde le nombre de clients qui peuvent venir dans nos métiers en ayant déjà une volonté sur la partie éco-conception, d'avoir, voilà, je voudrais tel objectif carbone, c'est très rare. Donc pour pouvoir améliorer et cerner ce produit, on passe par des séances de questionnement. Donc qu'est-ce que l'on peut se demander ou se poser comme question ? Est-ce que votre produit, vous voulez qu'il soit étanche, fermé, tout ça, très bien, c'est votre produit, mais vous ne voulez pas qu'il soit réparable. Vous avez des objectifs qualité, très bien, il doit être non réparable. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que finalement on peut le réouvrir? Le réouvrir, là, ça va apporter, Justine mentionnait tout à l'heure le bon sens ou le questionnement, on va le retrouver ici, de se dire, est-ce qu'on peut ouvrir votre produit? Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez le recycler? Parce que ça va avoir des impacts sur le développement, sur les méthodes d'industrialisation. Est-ce que je dois tout souder, un peu comme pour les coques de téléphone que l'on a actuellement avec les batteries? Et en prenant l'exemple de la batterie, votre batterie, vous la voulez souder. Est-ce qu'on peut imaginer que la batterie, elle, soit connectée avec un petit connecteur? Comme ça permet de la remplacer, la démonter. Tiens, on va pouvoir parler de recyclabilité, de réutilisation, d'extension de durée de vie. Et tout ça, ce sont des questions qui ne prennent pas beaucoup, entre guillemets, beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais qui permettent, par le bon sens, et au final, par l'industrialisation et les concepts que l'on doit apporter derrière pour répondre aux besoins du client, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir avoir un impact direct, sans un investissement économique forcément faramineux dans ces questions, mais ça va avoir un impact sur le produit, donc sur l'empreinte. Maintenant, pour pouvoir mesurer l'empreinte, il va falloir aussi avoir des outils pour mesurer. Sans métrique, c'est compliqué. On pourrait parler de greenwashing. Donc dans ces cas-là, pour l'éviter, qu'est-ce qu'on a comme métrique ou outil? Eh bien, ça va être le LCA, le Life Cycle Analysis, où on va utiliser des bases de données pour pouvoir décomposer un produit par rapport à sa constitution, du métal, du plastique, des composants électroniques, mais également les éléments logistiques, comment il va être transporté, est-ce qu'on est dans du local pour local sur de la France, ou est-ce que les cartons, on les fait venir de Chine? Bon, c'est des questionnements que l'on doit avoir, et ça a un impact, parce qu'à la fin, avec ces bases de données, on peut les traduire en équivalent de CO2, et de pouvoir faire des choix. C'est un élément additionnel dans une matrice de décision. Voilà. Là, on parle dans mes exemples, j'ai donné sur des nouveaux produits. On va prendre un nouveau moteur, un démarreur dans la filière automobile. On va accompagner nos choix. On va évidemment toujours chercher à faire plus léger, parce qu'on a besoin d'alléger les véhicules. Évidemment, on dit le CO2, ça fait moins d'empreintes CO2 à la sortie du pot d'échappement, ou maintenant sur les véhicules électriques, même s'il n'y a pas d'émissions, on va regarder cette empreinte. Mais sur des produits qui sont déjà existants, on peut toujours se poser la question. Se poser la question en se disant, mon carton, où est-ce que je le source? C'est quoi le travail qui est fait par l'entreprise, par mon fournisseur? T'en es où de ton scope 1, ton scope 2? Et ça, c'est valable pour des nouveaux produits, mais c'est valable pour des anciens. On le fait à travers ces méthodes. Et donc ça, c'est l'engagement qu'on doit avoir au quotidien. Et donc intégrer ces demandes
mais c'est simplement d'avoir cette conscience additionnelle par rapport au travail que l'on fait d'habitude. Comme tu le disais, Justine, reprendre des méthodes qui existent déjà et les adapter par rapport aux besoins que l'on a actuellement, c'est notre quotidien. Des fois, on refait de l'ancien pour le transformer en du nouveau. Là, on reprend le design for excellence, donc les règles de développement d'un produit, les questionnements que l'on va avoir. On va juste faire réémerger avec d'autres mots et d'autres métriques les questions que l'on se pose déjà habituellement. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est insurmontable. Il faut le faire. On n'aura pas le choix de le faire. C'est pour nous. C'est pour... on dit la planète nous survivra, mais nous, on devra aussi tenir dans le temps en tant qu'espèce. Ça, on a besoin de le faire et de pouvoir diminuer nos empreintes. Donc j'ai parlé de nouveaux produits, voilà, mais on a d'autres possibilités, et on va en parler, justement, de pouvoir diminuer des empreintes sur les produits existants en allant directement intervenir sur les matières. Comme je le disais, on pourra rentrer dans des exemples si vous le voulez, mais également au travers de codes. D'accord. Merci. Tu avais, quand on a préparé cette table ronde, tu avais parlé de démystification. Je trouve que le terme de démystifier l'éco-conception, pour aller dans ce sens-là, chez Widulo, cette notion de pouvoir intervenir dès maintenant sur des projets existants, parce que une start-up comme ça ou une jeune entreprise, vous avez quand même besoin rapidement d'avoir, j'imagine, des revenus, donc il faut faire du business. Dans les produits du futur, c'est bien, mais peut-être que dès maintenant, on peut agir pour réduire l'impact. Oui, tout à fait. Alors nous, la majorité aujourd'hui de nos clients et des produits sur lesquels on est intervenu avec nos clients, ce sont des produits déjà existants. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'on propose, et c'était une très belle transition, Arnold, pour rappeler ce qu'on propose, en fait, nous, on est là pour essayer de donner de la lisibilité aux développeurs de code embarqué. Donc vraiment, à partir de son code source, de lui donner de la lisibilité sur différents choix d'implémentation lorsqu'il va concevoir son code et avant d'aller le porter sur son système embarqué. Alors la lisibilité, en étant capable de lui indiquer l'impact de différents choix d'implémentation. Et donc ça passe par une brique logicielle que l'on conçoit, qui s'appelle Bilo, qui se découpe en 2 morceaux. Un premier morceau, en fait, qui va être capable de réaliser un diagnostic à partir du code source de l'utilisateur. Aujourd'hui, nous, on prend du CC++ en entrée, donc l'utilisateur va finalement importer son code source de son projet. Donc ça peut être une fonction, ça peut être la globalité de son code. Il va l'importer dans notre outil et il va indiquer également sur quelle plateforme matérielle il souhaite faire tourner son code source. Et l'outil, en fait, en analysant le code source et le code assembleur qui doit être généré avec en fait, la façon dont l'utilisateur compile son code, il va être capable de regarder si la façon dont le code source est écrite est finalement bien en adéquation pour utiliser pleinement le potentiel de la plateforme matérielle qui va le faire tourner. Parce que dans certains cas, en fait, un compilateur, c'est pas magique. Si vous écrivez votre code d'une certaine manière, on a certaines instructions qui rendent le processeur super performant pour notre utilisation qui finalement ne vont pas être exploitées. Et c'est bien dommage. Et donc, nous, on a une analyse en fait, de cette correspondance pour indiquer aux développeurs si certaines zones de son code gagneraient à être modifiées au niveau du code source de manière à apporter des gains. On chiffre un potentiel de gain aussi parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le potentiel de gain, il peut être sur le temps d'exécution, sur la mémoire, sur la consommation d'énergie. C'est varié et puis ça dépend de nos clients. Et puis on s'est dit, c'est bien, mais pour que ce soit vraiment facilement utilisable, actionnable, il faut également qu'on facilite la mise en place de ces optimisations pour les développeurs. Et donc on a une deuxième brique logicielle en fait qui s'appelle Bilo Optimize cette fois-ci, qui va permettre aux développeurs d'aller déjà en fait dans la granularité de sa ligne de code, aller voir les endroits où on a pu détecter des optimisations potentielles, comprendre ce que c'est que l'optimisation qu'on propose, pouvoir voir le gain unitaire sur cette optimisation-là, voir le avant-après pour déterminer si il considère que la lisibilité du code après, par exemple, n'est pas acceptable et donc il ne va pas accepter cette piste d'optimisation. Et au final, en fait, avec cette granularité-là, le développeur est capable d'aller faire la sélection des différents scénarios d'optimisation qu'il souhaite implémenter pour avoir le gain qui l'intéresse. On chiffre encore une fois
le gain. Et à la sortie, en fait, on va générer son code source optimisé qu'il va aller pouvoir porter sur sa cible matérielle. Donc nous, nos gains concrets, en fait, on les a obtenus. Donc là, je vais vous parler de 2 exemples rapidement. On les a obtenus sur des produits existants. Par exemple, si je prends l'exemple du temps d'exécution sur une box TV avec un traitement, avec du filtrage de trame réseau, où là, on a réduit le temps d'exécution du traitement de 40%, donc c'est significatif. Alors uniquement sur ce traitement, ça veut dire qu'il faudrait vraiment appliquer, comme je le disais tout à l'heure, l'outil sur la globalité des traitements qui sont réalisés sur la box, sinon c'est pas magique, on travaille que sur un petit noyau. Mais du coup, c'était significatif puisque c'était un traitement qui consommait beaucoup. Et dans un autre côté, on avait aussi travaillé sur un robot qui, je crois que ça fait une dizaine d'années en fait, qu'il est en service, qui fait des traitements de données sismiques en sous-marin. Ça veut dire qu'il est sur batterie, qu'à chaque fois que vous avez besoin de recharger la batterie, vous avez une opération pas possible pour pouvoir extraire le robot et le recharger. Donc augmenter finalement l'autonomie de la batterie, ça a un très gros impact pour les clients qui utilisent ces robots. Et là, en fait, nous, on a réduit la consommation d'énergie du robot en travaillant sur le logiciel de 60%. Et ça, c'était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, avec du bon sens, mais avec des choses, en fait, finalement, qui étaient difficilement détectables dans le code parce que parfois, on se transmet une vieille version d'un code qu'on va finalement réutiliser, qui va durer des années et en fait, qui va parfois propager des petites erreurs dont on ne se rend pas compte de l'impact pendant toute la durée de vie d'un produit. Et là, ça nous permettait d'avoir des gains très significatifs, très concrets, et en n'allant pas chercher des techniques extrêmement compliquées. Je ne vous l'ai pas dit, mais sur la box télé, en fait, le travail qu'on avait réalisé sur le logiciel, c'était juste d'exploiter des instructions très performantes qui étaient à la disposition en fait, sur le processeur. Donc dans ce cas-là, c'était de la vectorisation. Donc on traitait plusieurs données en fait, en parallèle, que le compilateur n'était pas capable de réaliser tout seul de par l'écriture du code source. Et en fait, avec une petite modification, ça nous permettait de gagner fortement en performance. Les bénéfices, en fait, ils sont multiples de ce qu'on apporte pour l'utilisateur. C'est pour ça que tout de suite, on peut le voir sur des produits déjà existants, mais on peut aussi commencer finalement à travailler sur les futurs produits en intégrant nos outils dans la chaîne. Et les bénéfices, ça peut être de la performance. On a des personnes qui viennent nous voir avec des problématiques très concrètes. Donc là, ce n'est pas forcément dans un but d'éco-conception, mais généralement, ça va quand même dans le bon sens. On vient nous voir parce qu'un produit ne tient pas suffisamment la batterie. Ou alors que le processeur, finalement, on n'arrive pas à rajouter du code dessus et qu'on n'a pas envie finalement d'en changer. Ça peut être une des problématiques de nos clients. On peut aussi venir nous voir pour une problématique de consommation d'énergie ou parce qu'on a vraiment envie de faire attention à son empreinte environnementale. Ça, c'est un sujet que je vais aborder juste après. Mais on a aussi l'aspect durée de vie d'un produit, mise à jour d'un produit qui est important parce que finalement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a de ça quelques années, la problématique qu'on me posait, c'est j'ai un processeur à bord d'un véhicule, il fait déjà des traitements. J'ai besoin de rajouter une application logicielle sur ce processeur. Je fais comment pour que ça passe? Parce que sinon, il faut que je change de processeur. Et en fait, l'optimisation, elle est arrivée là et on a réalisé tout ce travail. Ça nous avait pris des mois à l'époque, c'était un gros travail, mais ça a un impact extrêmement concret parce que ça vous évite finalement d'aller changer un matériel alors que peut-être que finalement ça passait et nous, dans notre cas, ça passait avec ce matériel-là. Et du coup, ça permet d'allonger la durée de vie de l'équipement qui est déjà à bord. Et pour finir, en fait, le dernier point que je voulais voir, c'est... nous, on a bien conscience en fait de l'impact finalement dans le domaine de l'embarqué. C'est quelque chose qui est presque du bon sens pour nous dans la façon dont on conçoit nos produits parce qu'on a cette habitude de travailler sous contrainte. On travaille aussi avec des acteurs qui sont sur le cloud, avec des applications logicielles qui font des très gros traitements. Là, le cas dont je vous parle là, c'est du traitement d'images avec des images très très grosses. Et là, dans ce domaine du cloud, c'est beaucoup plus
immatériel en fait. On a beaucoup moins l'habitude de travailler avec des contraintes, on se rend moins compte de l'impact, à part quand on reçoit la facture peut-être à la fin. Et là finalement, on peut aussi avoir un impact très fort. Alors nous, à notre échelle, en retravaillant le logiciel, mais voilà, il y a une action aussi à mener. Et par exemple, sur l'exemple de traitement d'image dont je vous parle, le temps d'exécution, donc on commence à aller jusqu'à la mesure de consommation avec Tristan qui travaille sur le sujet, qui est juste là. Mais rien que sur le temps d'exécution, on a des gains de l'ordre de 40 à 60%. Et là, ça a un impact très important également sur ce type d'application. Donc oui, sur des produits existants, mais aussi sur des futurs produits. D'accord. Je vous propose, on a encore 5 minutes pour conclure. Et puis après ça, je pense que aussi l'intérêt, c'est d'avoir un échange avec la salle. Arnold, tu as parlé de beaucoup de mesures, c'est un élément qui est important pour toi, et à travers ça, en préparant, tu parlais aussi de la nécessité de partager les données et de partager la mesure, parce que seul, c'est très difficile de concevoir des produits qui ont un impact positif majeur. Oui, la mesure, la métrique est importante. Pour vous donner un exemple, je vais revenir brièvement sur la partie scope 3, par exemple, d'un produit. On a un produit, on veut savoir, on va devoir savoir, plutôt, déterminer par une métrique, et donc en faisant les analyses, s'il contribue plus au niveau de sa nomenclature ou à son usage. Je vous prends des exemples internes du groupe. Si on prend un vélo électrique, avec une batterie de 500 Wh, l'utilisation de son empreinte CO2, finalement, sur les 300 kg équivalent CO2 que l'on va avoir sur un vélo à assistance électrique, il y en a 77% qui viennent de sa nomenclature. La matière, ça veut dire le cadre, les pneus, la batterie électrique, les composants qui sont à l'intérieur. L'usage, le rechargement, X fois le rechargement sur la durée de vie qu'on prévoit pour le vélo électrique, c'est 13%. Ça, c'est dû au mix énergétique que l'on va avoir pour l'électricité en France et en Europe. Un autre usage, un autre produit, si on prend une chaudière, les chiffres sont quasiment inversés. Simplement, son usage, lui, se retrouve sur la production énergétique. Donc, je vais avoir beaucoup d'émissions. Je vais avoir deux produits qui ont deux impacts équivalents, mais qui vont, eux, avoir des sources en Pareto, en 80-20, qui vont être complètement différents. On va travailler prioritairement, ça va être la nomenclature, par exemple le vélo électrique pour pouvoir le choix des matières, indifféremment, il n'y a pas que la partie propulsion, il y a le cadre, etc. Et sur la chaudière, ça va être sur l'optimisation de code, par exemple, que l'on va avoir pour pouvoir diminuer la consommation des composants, mais consommation du produit, donc son efficacité, et trouver des systèmes d'innovation. Maintenant, pourquoi la mesure ? Pour pouvoir avoir ces réponses. Si on n'a pas de métrique, on ne va pas avoir de résultats. Maintenant, si je vous ai donné des chiffres à cet instant, comment est-ce que vous avez confiance dans ces chiffres ? Dans la filière automobile, on a le souhait d'avoir une standardisation de la méthode de calcul et du partage de l'information, pour que l'on ait justement, par exemple, des tiers de confiance qui nous permettent de remonter les informations, de conserver une partie de notre savoir-faire également, de nos choix que l'on va, des activités qu'on va avoir. Si on travaille sur le scope 1 et 2, que l'ensemble de nos fournisseurs travaillent sur le scope 1 et 2, on peut avoir aussi des avantages compétitifs par rapport à des confrères qui ne vont pas le faire. Donc on aimerait pouvoir partager au travers des filières. Il y a des initiatives qui existent. Je parlais de la partie allemande, puisque le groupe est allemand. Des initiatives dans tous les constructeurs pour se regrouper, pour pouvoir avoir une mutualisation de plateformes, de méthodes, pour pouvoir se comparer, avoir confiance dans les résultats. Parce que sinon, pareil, on va faire avancer, mais on pourrait avoir du questionnement sur la véracité des chiffres. Donc le souhait que l'on a, c'est l'harmonisation des données et de pouvoir partager avec une anonymisation les données de produits que l'on a, donc les PCF, le Product Carbon Footprint, de nos produits au travers de la supply chain et également des éléments qui le constituent. Ce qui nous permet d'avancer et d'être de plus en plus précis et de plus en plus pertinent dans nos résultats. Sur la partie, on n'en a pas parlé, mais c'est une question que j'imagine
tes clients se posent le coût. Et le coût et le ROI. Quelle est ta vision, Justine, aujourd'hui sur... Alors c'est une question intéressante, mais alors j'ai parlé du ROI en fait avec les gains très directs sur les produits tout à l'heure, ça c'est très clair finalement. Et nous, nos clients, finalement, ils prennent pas juste pour argent comptant ce qu'on leur donne, ils refont des tests derrière, ils passent sur banc de test dans certains cas pour vraiment valider les gains. Mais on a aussi un ROI qui est un peu plus difficile à chiffrer, un peu plus invisible, qui est eh bien le fait que aujourd'hui on va outiller des développeurs qui sont qui travaillent sur des codes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus gros. Dans la voiture, on parle de plus de centaines de millions de lignes de code, c'est énorme. On va les guider, on va les aider, et en fait, ils sont sur des codes toujours plus complexes, avec un time to market toujours plus court. Ça veut dire qu'on a une grosse pression sur le développeur pour que les projets embarqués soient de plus en plus courts, donc beaucoup moins de temps pour travailler sur ces types d'optimisation. Et donc on a un ROI quand même, nous, à notre sens, directement avec notre utilisateur qui est le développeur. Et pour nous, c'est peut-être un des éléments le plus importants de pouvoir leur apporter de la valeur à leur niveau en les aidant, tout en leur laissant la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer des développeurs, ce n'est pas notre objectif. C'est quand même les personnes les plus à même de savoir quels sont les choix qu'on va être capable de valider ou pas. Nous, on est là pour les guider, pour leur montrer toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur choix. Mais pour nous, la valeur la plus importante et difficile à chiffrer, elle est là. D'accord, merci. Et Nicolas, pour terminer, bon, j'imagine que vous êtes sur des projets qui ont des coûts non négligeables, très structurants, avec les pouvoirs publics ou semi-publics. Donc le prix est aussi un élément. Comment se positionne Negis et quelle est votre vision sur ce sujet? Oui, alors c'est pas une question facile parce que en dépit d'urgence climatique, finalement, on achoppe souvent devant le même problème, c'est que les gens qui décident des investissements en amont, hein, donc pour construire un équipement ou une infrastructure, ce ne sont pas ceux qui vont ensuite en assumer l'exploitation et la maintenance. Donc ils n'ont pas la même paire de lunettes, ils n'ont souvent pas le même budget, pas les mêmes objectifs. Et donc très souvent, lorsqu'on commence à vouloir introduire des propositions d'optimisation justement sur le plan de l'éco-conception, on a du mal en fait, on a du mal parfois à trouver un public. Parce que je rappelle quand même que l'éco-conception, vous devez vous en douter, c'est quand même, ça coûte quoi, au sens où il faut remettre en question des partis pris qu'on a tendance à répéter. On ne peut pas faire du copier-coller. Et puis, comme vous l'avez compris, à travers des systèmes comme les jumeaux, on fait des simulations, certes, mais c'est aussi une affaire d'inclusion et d'intégration de l'ensemble des parties prenantes. Donc ça ne se fait pas naturellement en quelques secondes. Il faut un peu de courage, il faut accepter d'aller chercher les avis des uns et des autres. Donc il y a heureusement des clients qui sont visionnaires et qui, eux, mettent des objectifs en termes de réduction de l'empreinte environnementale dans les cahiers des charges. Mais c'est encore un petit peu anecdotique, il me semble. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on voit la hausse des prix d'énergie, là, tout de suite, on commence à changer de discours parce qu'on est aujourd'hui en open bar au niveau d'énergie, mais on commence à voir que ça ne va plus être comme ça. Et donc, je pense que ça va permettre de réconcilier finalement l'approche écologue, que je dirais, et celle de la construction. Puis, pour terminer quand même sur une pointe un peu d'espoir, c'est que quand le jumeau dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'espoir de la Gironde, tout à l'heure je parlais de dragage, donc le fait de créer des chenaux qui permettent justement aux bateaux de passer, quand bien même il y aurait un phénomène de création de vases, etc. Ça, il faut savoir que ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros par an, faire passer les deux dragues. Et donc, plus on optimise et plus on trouve des solutions pour justement faire avec et donc optimiser l'intervention de ces dragues, on réalise très très rapidement des économies. Enfin, je vous laisse faire le calcul. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. D'accord. Merci. Juste pour finir, un petit retour d'expérience chez Viveris, c'est un indicateur toujours intéressant, je trouve, c'est que on travaille avec des grandes sociétés, des grands acteurs de l'industrie, on a des référencements. Et maintenant, la partie
scope, notre empreinte au départ, mais aussi l'empreinte de ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire dans nos prestations, apparaît de façon de plus en plus claire. Et ça, je pense que c'est un indicateur important, c'est que si on ne le fait pas, par exemple, une société comme Iveris, si on ne va pas dans cette démarche de façon proactive, je pense qu'à 5 ans, on est mort. On ne sera plus référencé. Donc on sent quand même une vague de fond qui est aussi un aspect réglementaire ou tiré par les industriels au sens large. Donc ça, c'est une thématique forte aussi. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose justement sur l'aspect réglementaire. L'éco-conception, on va retrouver toutes les normes en 14 000 pour l'environnement. Et il y aura des révisions qui vont venir nous forçant à y aller. Et si d'un côté on ne le fait pas par nous-mêmes, on sera forcé, à un moment donné, la législation passera pour nous y obliger. Alors à nous aussi, quelle que soit la taille des sociétés, de prendre cette activité, de se prendre en main et de le faire, de le commencer. Ça nous laisse plus de liberté, plus de choix que d'avoir parfois aussi des impositions qui viennent et qui vont nous orienter dans des directions ou dans des obligations dont on ne mesure pas non plus des fois sur le long terme les impacts. On va prendre les questions dans la salle, s'il y a des questions. Je vais me promener avec le micro. Pas de questions? Moi, j'avais quand même une question. C'est que on a parlé beaucoup de l'enjeu. Aujourd'hui, on a un enjeu dans toutes nos entreprises, c'est les talents et la formation. Quelle est votre vision sur ce sujet, à la fois en formation initiale, mais aussi en formation peut-être plus continue? Moi, je peux peut-être dire un petit quelque chose, puisqu'on a des liens assez forts avec les écoles et avec les laboratoires de recherche, notamment avec l'INSADREN ou l'ISIMA, qu'on parraine également. Alors, il y a eu des gros budgets qui ont été déployés en tout cas, pour pouvoir construire des supports de formation sur ces parties éco-conception. En tout cas, je parle pour les aspects plutôt embarqués. C'est une bonne chose parce que c'est demandé en fait aujourd'hui, je trouve, de plus en plus en fait par les jeunes qui se forment. Ils attendent ça et ils vont faire des choix aussi de société par rapport à notre implication et à notre investissement sur ces thématiques-là. Et donc la formation, elle est un petit peu obligatoire si on veut continuer d'attirer des jeunes talents dans nos domaines, je pense. Oui, tu me regardes, mais je vais compléter cette perspective. Oui, maintenant, quand on va faire un choix, on parle beaucoup de RSE et la partie éco-conception, l'impact sur l'environnement. Beaucoup de sociétés le déclarent. À titre personnel, nous tous aussi, on va faire des choix qui nous amènent à je vais être plutôt pro limitation de mon empreinte carbone ou j'y ai peu d'intérêt. À l'inverse, les nouvelles générations qui constituent nos sociétés pour l'avenir, elles y sont très sensibles. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir anticiper ses besoins, pouvoir se sensibiliser, nous en tant qu'entreprise, pour y répondre. C'est finalement une solution qui est gagnante-gagnante pour tous. Pour pouvoir se faire, il faut qu'on puisse avoir une sensibilisation directement au niveau des écoles. On en discutait juste avant en aparté, de pouvoir avoir des cours et des sensibilisations, des exemples, voire des immersions en entreprise sur ces thématiques, de manière à ce qu'on puisse avoir des prises de conscience un peu plus importantes. D'accord, merci beaucoup. Non, mais c'est normal, on va respecter les horaires parce qu'il y a d'autres présentations après. Merci de votre présence et puis n'hésitez pas à venir échanger. Merci. Merci.